Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, on va voir une grande question que beaucoup de gens se posent. C'est si le stock picking, c'est une bonne ou une mauvaise idée. Avant de rentrer dans le détail, je veux juste te donner ma définition du stock picking. Pour moi, c'est l'art de sélectionner en fait ses actions soi-même, tout simplement. Et je vais te donner en fait mon prisme de ces 15 années d'expérience d'investissement en bourse où j'ai fait du stock picking, je dirais pendant à peu près 5 ans, qui étaient mes 5 premières années d'investissement. Et on va voir ça aujourd'hui. Est-ce que c'est du coup une bonne idée ou pas? Donc déjà, bienvenue sur les nouveaux rentiers. Ma mission, en fait, c'est de parler librement d'argent, de liberté financière, bien sûr de bourse, mais aussi d'un peu tout ce qui me passe par la tête. Et donc la question du jour, tu as compris, est-ce que choisir soi-même ses actions, c'est vraiment une bonne idée ou pas? Je voulais répondre à cette question parce que je constate en rendez-vous, je fais des rendez-vous offerts, et ce que je constate souvent, c'est que les débutants investissent souvent des actions en les choisissant par eux-mêmes. Et du coup, souvent, je leur dis que c'est pas une bonne idée. Mais aujourd'hui, je voudrais développer ça pour pouvoir te sensibiliser à ça et que tu évites de faire des bêtises que je retrouve beaucoup chez les débutants, en fait, tout simplement. Donc, au menu aujourd'hui, on va voir les statistiques qui piquent, des chiffres qui font vraiment réfléchir sur le stock picking. On va voir les coûts cachés, les biais psychologiques que procure le stock picking, ce qui peut potentiellement saboter réellement ton rendement. On va voir pourquoi Warren Buffett lui-même dit que c'est dur et comment il s'en sort vraiment jusqu'à présent. Et on va voir l'alternative que j'ai suivie, notamment avec la méthode RSR. Pour moi, c'est une méthode qui évite de passer 5 heures par semaine en analyse boursière ou contenu autour de la bourse et qui prend que 30 minutes par mois. Donc, on va aussi parler de ce coût temporel. On va parler on va vraiment faire le tour de la question et j'espère que à la fin de cet épisode, tu auras vraiment toutes les clés en main pour prendre la décision de savoir si tu vas faire du stock picking ou pas. Première partie, les chiffres ne mentent jamais ou presque jamais. Les statistiques qui font vraiment mal et c'est vraiment les statistiques que j'ai découvert moi en 2015 et qui m'ont complètement retourné le cerveau par rapport à ce que j'étais en train de faire. Donc j'espère qu'ils auront le même effet sur toi. En tout cas, c'est un peu le travail que je veux faire dans ce podcast aujourd'hui. C'est que 76% des fonds aux États-Unis, alors là on parle des États-Unis, donc on compare les fonds qui sont des fonds, en fait, un fonds, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ancienne école de la bourse et l'ancien monde de la bourse, c'est des fonds. Et les fonds, c'est quoi? C'est des gens qui créent une structure qu'ils appellent un fonds, où il y a un dirigeant, des employés, etc. Et le but de ce fonds, le but fondamental d'un fonds, en général, c'est de surperformer son marché de référence. Donc après, il y a plein de secteurs, plein de fonds différents. Mais ce que fait cette étude, c'est qu'elle compare ce que font les fonds d'investissement qui ont des objectifs de surperformance et ce qu'ils font réellement. Est-ce qu'ils surperforment ou pas leur indice de référence? Donc là, en l'occurrence, cette étude prend comme indice de référence le S&P 500 et regarde si les gestionnaires de fonds arrivent à battre ça sur le long terme. Et donc sur 5 ans, on a 76% des gestionnaires de fonds, donc des fonds, qui n'arrivent pas à surperformer le marché, donc le SP500. Sur 10 ans, ça augmente, c'est-à-dire qu'on passe de 76% à 84% des fonds qui sous-performent du coup le marché, donc qui n'arrivent pas à surperformer le S&P 500. Donc on parle de gérants professionnels qui ont fait leurs études dans leur domaine, qui passent leur journée à analyser des sociétés pour prendre des décisions éclairées, savoir s'ils vont investir je sais pas moi, sur Tesla ou ou s'ils vont renforcer Apple, par exemple, pour donner des grosses capitalisations. Mais du coup, leur but, tu comprends, c'est d'aller plus loin que ça. C'est vraiment d'essayer de trouver les futures pépites, d'arbitrer en cas de crise, c'est-à-dire de rebasculer sur des choses plus sécuritaires, de faire tourner comme ça les actifs. Donc forcément, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est quand on fait ça,
ben, on a des frais à chaque fois qu'on prend des décisions, qu'on fait tourner les actifs. Il y a aussi des frais de reporting qui doivent être assez lourds. Il y a tous les frais fixes, donc des bureaux, des salariés à payer, etc. Donc ça va s'additionner forcément dans la performance puisqu'ils vont se rémunérer sur des commissions fixes. Donc ils vont prendre un pourcentage annuel du prix du fonds. Et en échange, bah, ils vont essayer de surperformer. Sauf que le problème, c'est que quand tu prends des fonds en portefeuille, bah, tu payes des gens pour surperformer le marché et ces mêmes gens n'arrivent pas à surperformer le marché puisque la dernière statistique, c'est sur 15 ans, bah, en fait, tu as 90% des fonds qui sous-performent leur indice de référence. Donc voilà, l'étude n'a pas pris 20 ans, etc. Mais là, on voit bien qu'on passe de 76, 84%, 90%. Et je pense que plus on augmente la durée, plus la proportion de fonds à surperformer le marché devient vraiment négligeable. Donc, et ça bien en tête, notamment si tu investis en bourse via une assurance vie, parce que sur ton assurance vie, si elle est bancaire et même pas forcément bancaire, il est très très probable qu'elle soit majoritairement sur des fonds. Donc, on appelle ça en assurance vie des unités de compte. Mais si tu vois plutôt en fait, les fonds, les ETF, en France, c'est plutôt Amundi qui va gérer les ETF. Donc, à part exception, je dirais, si tu vois dans tes lignes de portefeuille, quand tu te connectes sur ton espace d'assurance vie, si tu vois des noms qui ne sont pas des noms Amundi, il y a de très fortes chances que tu sois pas sur un ETF, dont le rôle est différent, parce que le rôle de l'ETF, c'est de suivre le marché, alors que le fonds va avoir comme objectif de surperformer le marché. Donc fais bien attention à quoi et sur quoi tu es placé. Donc ça, c'était aux États-Unis, mais on fait pas mieux en Europe puisque cette étude, elle a été faite dans les grandes régions du monde. Et donc en Europe, bah, on a sur 5 ans 91% des fonds qui sous-performent le marché et sur 10 ans, on a 92% des fonds qui sous-performent le marché. Donc, il n'y a pas d'études sur 15 ans, mais je pense que c'est encore moins bien. Donc, tu as compris, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que tu as un fonds sur 10 qui performera moins bien que le marché. Pardon, 9 fonds sur 10 qui vont moins bien performer que le marché et peut-être un fonds qui arrivera à faire quelque chose. Donc, bonne chance pour trouver les 8 ou 10% de fonds qui vont réussir à surperformer le marché. Le problème, c'est que bien souvent, on ne le sait pas puisqu'on ne se compare pas au marché et du coup on voit un pourcentage qui s'affiche quand on se connecte ou même quand on regarde notre portefeuille, mais en fait on ne sait pas si ce pourcentage-là il est mieux ou moins bien que le marché. Et c'est aussi une erreur que je mets en avant et souvent, c'est que quand on investit en bourse, on calcule pas forcément sa rentabilité annuelle, alors que c'est quand même le gros critère à calculer et à mesurer. Parce que sinon, tu sais pas si tu fais mieux que le marché ou pas. Donc voilà pour cette stat qui m'a vraiment bousculé quand j'étais en train de faire du stock picking, parce que je me suis dit tout simplement qu'en tant que particulier qui a un travail par ailleurs à l'époque, donc j'étais ingénieur, voilà, j'étais entre 50 et 60 heures semaine. Donc t'imagines bien que c'était compliqué de dégager aussi du temps pour choisir mes actions, définir une stratégie que j'allais tenir sur le long terme, etc. Donc je faisais du stock picking jusqu'au jour où j'ai découvert cette stat, où je me suis dit, mais en fait, les gens qui ont leur diplôme dans la finance, dans le même domaine finalement, dans ce domaine-là, et qui passent 8 heures par jour minimum à analyser des sociétés pour essayer de surperformer le marché, même ces gens-là n'y arrivent pas. Donc moi, en tant que particulier qui a peut-être 1 heure par semaine, grosso modo, pour regarder 2-3 actions ou lire 2-3 magazines, c'est quand même un gros ego de se dire, je vais réussir à surperformer le marché avec mes petits doigts et mes petits outils. Donc réfléchis bien à ce que tu es en train de faire par rapport à ça, parce que sur le long terme, tu vas le voir, ça fait quand même des sacrées différences de portefeuille. Et moi, aujourd'hui, ce que je veux dire aussi, c'est que je m'en mords les doigts d'avoir commencé avec 5 ans de stock picking, puisque c'est 5 ans
Alors je m'en suis pas trop mal sorti, on va dire, mais j'ai légèrement sous-performé le marché. Mais c'est 5 ans où j'aurais pu, faire comme le marché. Donc à la fin, c'est des milliers d'euros qui sont perdus. Une autre étude qui est un petit peu moins connue, qui s'appelle, l'étude, Bessem-Binder. Alors je sais pas si je le prononce bien, désolé pour lui. Il s'appelle Hendrik, Bessem-Binder ou Bessem-Binder ou enfin c'est un Américain, alors, Bessem-Binder, allez, soyons fous. Il est prof de finance à l'Arizona State University. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a recompilé en fait tous les rendements mensuels de plus de 29 000 actions aux États-Unis depuis 1926. Donc le mec, il est un petit peu taré et il a un petit peu de temps. Je sais pas s'il était payé pour faire ça, mais en tout cas, il a vraiment, doit avoir un énorme tableau Excel où il a remis un petit peu tout ça. Et ensuite, il avait encore un peu faim. Du coup, il l'a refait, mais avec les 64 000 grosses actions mondiales. Et en fait, son but, c'est de savoir finalement quelles actions créent de la richesse depuis ces dernières années. Donc, l'étude nous montre en fait donc tu as seulement 4 des actions, des 29 000 actions qu'il a analysées qui ont généré toute la création de valeur boursière depuis 1926 à 2024. Donc bonne chance, à toi pour, trouver ces actions en faisant ton stock picking parce que ne serait-ce que 4 de 29 000, alors j'ai pas une calculatrice dans la tête, je vais faire le calcul. Donc ça fait à peu près 1160 actions à trouver parmi 29 000 actions. Donc bonne chance pour ça, parce que si tu les trouves pas, eh ben tu vas faire moins bien que le marché. À l'échelle mondiale, c'est pire, c'est 2,4% des actions, des 64 000 actions qui ne battent même pas les obligations d'État. Donc c'est quelque chose qui est quand même très stable, les obligations d'État qui rémunèrent avec un coupon. Donc lui, il est aux États-Unis, donc il a pris les obligations d'État américaines et 2,4%. Donc ça fait 1500 sociétés à peu près. Donc bon courage pour trouver les 1500 sociétés qui vont réussir à créer de la richesse sur les 20 prochaines années. En tout cas, moi, je n'essaye pas de faire ce pari-là. Ça, c'est une étude que je voulais te montrer parce que elle est un peu moins connue, elle est moins illustrée sur Internet aujourd'hui et elle fait du bien parce que elle montre bien que c'est quand même assez compliqué de battre le marché, quoi, tout simplement. C'est pour ça d'ailleurs que les fonds d'investissement ont du mal à battre le marché. Un autre point qui est souvent négligé par les débutants, et peut-être que tu en fais partie si tu écoutes ce podcast, c'est que les frais de courtage vont s'additionner. C'est-à-dire si tu fais du stock picking, tu vas sûrement faire tourner tes stocks. Donc tu vas être un peu plus actif forcément qu'un investisseur passif qui va juste acheter des ETF par exemple. Toi, le but, en faisant du stock picking, c'est de parier finalement sur des sociétés qui vont potentiellement fonctionner sur les 5 ou 10 prochaines années. Donc en fait, tu vas avoir plus de rotation. Tu vas te dire, ça, cette année, c'est ça qui a le vent en poupe, donc je vais acheter ça. Puis l'année d'après, tu vas changer, tu vas revendre des trucs, tu vas en racheter d'autres, etc. Donc là, j'ai pris un calcul assez basique, assez réaliste et en même temps peut-être un petit peu optimiste. C'est-à-dire que si on prend en compte que tu as 0,1% de frais par opération, ce qui est à peu près le cas des courtiers aujourd'hui, même les courtiers en ligne, tu fais ne serait-ce que 5 rotations à l'année, tu as déjà 0,5% de rendement perdu. Et donc ça, ça multiplié par le nombre d'opérations que tu vas faire dans l'année. Si tu en fais plus, tu vas perdre encore plus de rendement. Donc c'est pour ça aussi, notamment, que les courtiers, que les gestionnaires de fonds ont un peu de mal à surperformer le marché parce qu'à chaque fois qu'ils font des rotations, qu'ils vendent, qu'ils rentrent, etc., ils vont laisser des frais sur le marché, même si c'est pas les mêmes frais que nous, mais ils vont quand même en laisser un petit peu sur le côté. Et ça, à long terme, ça dégrade la performance forcément du fonds. Autre point non négligeable que je vois tout le temps, et peut-être que tu en fais partie aussi, chaque aller-retour en action gagnant, déjà faut gagner, mais si tu fais ce que j'appelle un aller-retour, t'achètes, l'action monte, tu vends et t'es en gain. Donc ça, malheureusement, les gens qui font du stock picking en général utilisent un compte titre. Récemment, notamment, il y a eu beaucoup de campagnes marketing, de publicité par Trade Republic.
C'est très bien, ça démocratise le monde de la bourse et c'est très cool de faire ça. Malheureusement, en fait, à l'époque, ils n'avaient pas encore de PEA, donc il y a beaucoup d'investisseurs particuliers qui ont ouvert des comptes sur un compte titre. Et en France, bah, c'est quand même un peu dommage d'utiliser un compte titre alors qu'on peut utiliser un PEA. Parce qu'un compte titre, bah, dès que tu vas vendre, tu vas être imposé à 30%. Sur ton gain. Alors qu'un PEA, bah, tu peux acheter et vendre autant que tu veux, tu seras jamais imposé tant que tu sors pas l'argent du PEA. Et ça, pour le stock picking, bah, c'est quand même plus cool. Mais en général, les gens ne le font pas parce que quand ils vont vouloir faire du stock picking, ils vont vouloir acheter des actions qu'ils connaissent bien aux États-Unis, par exemple. Et en fait, avec un PEA, tu peux pas acheter d'actions aux États-Unis. Donc, ils vont utiliser un compte titre. Mais du coup, bah, c'est combo perdant parce que tu laisses plus de frais. En plus, tu te fais bah, attaquer entre guillemets par les impôts, par la flat tax de 30%. Et du coup, bah, au final, j'ai fait le calcul, alors même pas en termes de frais, mais aussi en termes de temps investi. Et c'est la dernière composante des coûts cachés. C'est le temps que tu vas passer à faire tout ça. Moi, j'estime qu'en moyenne, quelqu'un qui veut faire du stock picking de manière assez efficace va peut-être passer 5 heures par semaine. Donc, tu fais 5 heures fois 52 semaines et on va prendre un tarif horaire, je sais pas combien tu gagnes, mais moi, j'ai pris 30 € de l'heure. Et ben, ça fait déjà 7 800 € par an, qui sont des coûts cachés parce que tu vas me dire, oui, mais moi, je me paye pas 30 € de l'heure. Bah, tu devrais. Et si c'est le cas, enfin, c'est comme ça qu'on définit si on doit déléguer des choses ou pas. Euh, et si tu vaux moins, plus que 30 € de l'heure, bah, c'est encore pire. Donc voilà. Mais ce que je veux te dire avec ça, c'est que tu laisses de l'argent sur la table en passant du temps sur quelque chose qui te rapporte pas d'argent, en fait. C'est ça la réalité. C'est que plus tu vas passer du temps en bourse à analyser des sociétés, moins tu vas gagner d'argent. Et c'est assez contre-intuitif, en fait, de se dire ça. Donc ça, c'était le coût temporel et puis les frais des impôts et les frais de transaction que tu payes chez ton courtier. Mais voyons aussi les frais, enfin le manque de performance, c'est-à-dire le coût réel de ce que ça va te coûter sur 10 ou 20 ans entre une stratégie, par exemple, sur ETF vraiment classique, même sur le MSCI World, tu feras à peu près 8% par an, voire un petit peu plus. Bon, moi, pour mes calculs, j'ai fait 8% par an. Donc 8% et j'ai pris un portefeuille de 20 000 euros. Donc j'ai simulé en fait quelqu'un qui met 20 000 euros sur 10 ans à 8%. Donc cette personne-là, bah, sur 10 ans, elle va à peu près doubler son capital puisqu'elle va gagner 23 178 euros. Donc elle va passer de 20 000 à 43 178. Donc c'est déjà pas mal. Et le problème, c'est que moi, ce que je constate, c'est qu'en général, les gens qui font du stock picking font moins bien que le marché. Donc, j'ai pris un taux assez généreux, il me semble. J'ai pris 6%. Et je pense que la majorité qui font du stock picking font moins que ça. Mais j'ai pris 6% pour être sympa. Et sur la même période, donc sur un portefeuille de 20 000 euros sur 10 ans, eh ben, ça fait 15 817 euros. Donc, tu as à peu près 7 360 euros qui se sont envolés juste pour le plaisir de jouer un petit peu au trader. Donc, de choisir ses actions par soi-même et d'essayer de les vendre au bon moment, etc. Des acheter parce que ça baisse, etc. Donc, ça, c'est la réalité. C'est sur 10 ans, déjà, tu perds 7 360 euros. Et je me suis amusé à refaire le même calcul, mais sur 20 ans cette fois. Et là, ça commence à piquer sévère, puisque là, l'écart sur 20 ans, un portefeuille de 20 000 euros initial aurait gagné 73 000 euros à peu près, et un portefeuille de 20 000 euros sur du stock picking, on aurait gagné que 44 143. Donc, tu as un écart de presque 30 000 euros entre les deux, pour 2%, 2 petits pourcents finalement annuels. Donc fais bien attention à ça. Et si tu n'as toujours pas calculé ta rentabilité annuelle, ben il faut le faire. Parce que en fait, si tu sais pas où tu en es actuellement, tu pourras pas te projeter et tu sauras pas si tu fais mieux que le marché. Donc ça, c'est important de pouvoir prendre du recul là-dessus et de faire ce calcul. Autre point, deuxième, alors on vient de courir la première partie, je me suis beaucoup étalé sur beaucoup de chiffres. Maintenant, on va parler aussi un peu plus mental, et j'ai appelé ça la taxe mentale. Donc, on va parler notamment, j'avais fait un podcast spécifique là-dessus,
Mais là, je vais t'en reparler très rapidement. C'est ce qu'on appelle les biais psychologiques. Donc, il y a notamment le biais d'excès de confiance. Par exemple, se dire 7 fois, je sens que c'est la bonne. Par exemple, acheter Orpea, je sais pas si tu connais cette action. Elle a fait un peu la une. C'était maison de retraite et elle a perdu 99% de sa valeur suite à une très mauvaise nouvelle. Un rapport qui a été publié sur la société qui montrait des conditions très très critiques en fait pour les résidents notamment. Donc l'action a complètement dévissé et a perdu 99% de sa valeur. Donc quelqu'un qui avait acheté la boîte, qui a profité de toute la hausse finalement d'Orpea sur ces belles années, une fois que la news est sortie, il a jamais revu son investissement et il a perdu 99% de son invest. Donc peut-être que la personne est sortie au bon moment. Je lui souhaite, mais la plupart des comportements qu'on adopte dans ces cas-là, c'est de se dire oh, bah, c'est pas grave, je remonterai je vendrai quand ça remontera un petit peu. Sauf que le problème, c'est que ça remonte jamais. Et donc dans ces cas-là, bah tu vends jamais et tu te retrouves avec une perte de 99% sur ta ligne. Ça, c'est le biais d'excès de confiance. Le deuxième biais, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'une fois que tu as une idée en tête, tu vas lire que des articles qui confirment cette thèse d'investissement pour te conforter dans ton choix et tu vas ignorer tous les articles qui vont te dire l'inverse. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant quand tu fais une recherche d'aller chercher des arguments qui sont en ta faveur et des arguments qui sont contre toi pour essayer d'avoir un petit peu de recul et prendre vraiment la bonne décision. Le troisième biais, ça va être le biais de disponibilité. Par exemple, le Tesla monte et du coup, tu crois que toutes les actions de véhicules électriques vont faire x10 sur les 5 prochaines années. Pas forcément le cas. Donc, il faut faire attention à ça. Et ça, je le retrouve souvent dans les appels téléphoniques aussi. Quelqu'un qui me dit oui, bah j'ai misé sur la défense parce que là, en ce moment, on parle beaucoup de guerre. Bah en fait, peut-être. Mais est-ce que tu es allé sur les bonnes sociétés qui vont vraiment performer sur les 10 prochaines années? En fait, t'en sais rien. Tu as juste acheté quelques boîtes que tu connais dans la défense. Et dans ces cas-là, est-ce que tu vas vraiment faire une bonne performance? Bah, je te le souhaite, mais je pense pas, malheureusement. Et donc, ouais, d'acheter un petit peu des trucs à la mode, quoi. Donc, il y a eu beaucoup d'intelligence artificielle, véhicules électriques, écologie. Voilà, il y a plein de secteurs comme ça en fonction des années. On va parler plus d'un secteur que d'un autre. Un secteur va être beaucoup plus mis en avant et du coup, en général, les investisseurs vont beaucoup plus aller vers cette classe d'actifs ou ce secteur d'activité. Et des fois, c'est à raison, mais le problème, c'est que sur le long terme, ils n'arrivent pas à arbitrer. Et du coup, sur le long terme, bah, ils ont tort. Quatrième biais qui est très important aussi, le biais de regret, qui est beaucoup présent chez les débutants. Donc, tu vends, imagine, tu achètes une action, ben, elle monte bien et tu vends trop tôt parce que tu as peur de reperdre tout ce que tu as gagné, ou tu vends jamais parce que tu te dis que ça va bien finir par remonter ou réatteindre ton prix d'achat pour vendre flat, comme on dit, c'est-à-dire vendre zéro gain, zéro perte. Et malheureusement, bah, ça fait des portefeuilles qui sont très déséquilibrés, qui sont souvent avec des grosses lignes négatives, quelques lignes bien positives, mais aussi beaucoup de lignes négatives et puis une performance globale qui est en dessous du marché, malheureusement. Donc attention à ces biais-là. Si toi tu investis en bourse et que tu te reconnais là-dedans, fais bien attention à ça et ne tombe pas dans ces biais qui te sabotent. Du coup, je voudrais te parler justement de cet œil humain en bourse vs l'automatisation d'acheter par exemple un ETF. En fait, le problème, c'est que l'œil humain, bah, il est émotionnel, il est influençable, il est biaisé et il est inconstant. Alors que l'ETF et l'automatisation avec un ETF et une méthode, bah, c'est rationnel, c'est constant, c'est discipliné et il n'y a aucune émotion. Donc, c'est vraiment ça la différence entre, pour moi, faire du stock picking et aussi choisir plutôt un investissement passif comme les ETF. Alors, tu vas me dire, oui, il y en a qui gagnent. Il y a certaines personnes qui gagnent. Il y a notamment Warren Buffett avec son fonds Berkshire Hathaway. Donc on va regarder un petit peu ça dans le détail et je vais t'expliquer comment fonctionne aujourd'hui Warren Buffett, comment il a fait ça en fait, tout simplement. J'ai pris 3 grosses choses, notamment qu'il arrive à faire avec ces sociétés que nous on va avoir du mal à faire. Il va avoir un accès privilégié à des deals que nous on n'aura jamais. Bah, je te prends un exemple. En 2008,
il a prêté à Goldman Sachs, donc 2008, je sais pas si tu te rappelles, mais c'est les grosses crises financières aux États-Unis et dans le monde. Tu as des banques aux États-Unis qui font faillite, comme Lehman Brothers, il me semble. Et donc Warren Buffett, il arrive, il dit hey, salut, moi j'ai 5 milliards si tu veux, je te les prête et puis ça va bien se passer quoi. Et en fait, il prête 5 milliards à Goldman Sachs. Et rien que sur cet investissement, il a fait 70% de ROI en 2,5 ans. Parce qu'en fait, il s'est arrangé dans des conditions. Je rentre pas dans les détails parce que c'est pas l'objectif de ce podcast aujourd'hui. Je ferai peut-être un podcast dédié à Warren Buffett. Ça pourrait être une bonne idée. Mais en tout cas, je rentre pas dans les détails, mais il a réussi à gagner 3,9 milliards de dollars en 2,5 ans grâce à cet unique deal. Donc forcément, ça c'est un deal, ni toi ni moi on aurait pu le faire. Donc ça va participer à son boost de rentabilité. Ensuite, il a un avantage structurel qui est énorme, Warren Buffett, c'est qu'il a beaucoup de boîtes d'assurance chez Berkshire et du coup, il a ce qu'on appelle un float. En fait, il touche des primes. Enfin, le principe de l'assurance, tu sais, tu as des assurances, hein, tu sais comment ça fonctionne, tu cotises tous les mois, mais t'as pas forcément des sinistres tous les ans. Donc, en fait, l'argent que touche l'assureur tous les mois avec les primes d'assurance, c'est de l'argent qu'il va pouvoir placer par ailleurs parce que il n'a pas des sinistres tous les 4 matins. Donc ça fait pour Berkshire Hathaway à peu près 170 milliards qui viennent comme ça tranquillement dans l'année pour réinvestir, tout simplement. Donc ça, imagine si tu pouvais emprunter autant d'argent en tant que particulier pour le placer. La contrainte qu'on a en bourse, c'est on peut pas en tant que particulier emprunter pour investir en bourse, alors qu'une société peut utiliser, notamment une société dans l'assurance, peut utiliser tout à fait ses primes d'assurance pour investir. Alors, il ne le fait pas, je suis allé un peu dans le détail là-dessus et il les met pas en action, hein. Ce qui est acheté en action, c'est du fonds propre avant tout. Mais par contre, il va l'utiliser pour se protéger des chutes des actions, notamment investir beaucoup en obligations d'État américaines. Donc presque, il y a une majeure partie finalement de cette société qui est sur de la treasury bill, en fait, des obligations d'État. Et enfin, l'approche globale elle reste quand même différente parce que Warren Buffett, il peut aussi se permettre d'acheter des grosses boîtes. Donc, par exemple, il a acheté pour 44 milliards BNCF, qui est une société qui gère, il me semble, les réseaux de rails. Donc, lui, il a pas juste le ticket de train, il a tout le réseau ferré. Donc, forcément, ça donne un peu un avantage par rapport à d'autres. Donc, pour moi, tout ce que je veux dire en te montrant ça, c'est que le commun des mortels, pour nous, c'est qu'on peut pas faire tout ça. Nous, on peut juste essayer d'acheter le prochain Apple ou le prochain Tesla, essayer de trouver un peu la pépite, mais pour moi, c'est vraiment comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et du coup, peut-être tu vas réussir à faire un ou deux coups en faisant ça, mais sur 5 ou 10 ans ou 20 ans, ça va être très compliqué de reproduire tout ça et tu finiras probablement par sous-performer le marché, même si tu arrives à faire quelques bons coups. S'il faut se rappeler, en fait, parce qu'on prend souvent Apple ou Tesla comme exemple, c'est que pour qu'un Apple réussisse, il y a combien de boîtes qui s'en sortent très mal, voire qui vont faillite. Donc moi je t'ai pris quelques petits exemples, mais t'as BlackBerry, t'as Nokia, t'as Yahoo, hein, on n'entend plus parler de Yahoo, qui était un moteur de recherche comme Google, t'as Kodak, qui reste quand même très compliqué, enfin qui a fait faillite, il me semble même. Donc voilà, t'as quand même pour une société qui réussisse, t'en as quand même des dizaines qui vont faire faillite. Et il faut pas, en tant qu'investisseur particulier, qu'on tombe sur celle qui fasse faillite. Parce que si on met notre argent dessus, on risque, du coup, nous, de faire faillite. Et c'est à ça qu'il faut faire attention. Ce qui m'amène justement à cette 4e partie de podcast aujourd'hui, qui est la méthode RSR finalement. Qu'est-ce que je fais moi? Peut-être que ça t'intéresse de savoir comment moi je fais. Parce que là, tu as compris que mon constat sur le stock picking, c'est pas mon école, c'est pas quelque chose que je choisis. D'autres personnes sur Internet ont choisi cette école-là. Moi, clairement, je pense que c'est une erreur. Mais ça reste que mon humble avis. Pour moi, il faut vraiment miser sur de l'ETF.
quand on est un particulier parce qu'on n'a ni les outils ni les connaissances pour essayer de battre le marché. Et du coup, la méthode RSR, c'est quoi? C'est déjà répartir de manière équilibrée son argent, donc diversifier sur les top actions mondiales avec des ETF et utiliser aussi les 4 grosses classes d'actifs de ce monde aujourd'hui. C'est de simplifier aussi au maximum, c'est-à-dire que moi, en général, j'ai rarement plus de 4 lignes en portefeuille, donc qui correspondent à 4 ETF maximum et une fiscalité qui est optimisée via du PEA pour la majorité ou de l'assurance vie ou d'autres techniques très spécifiques. Mais dans tous les cas, c'est largement optimisé par rapport à ce que font beaucoup de gens malheureusement. Et le dernier point, c'est de rééquilibrer. C'est-à-dire que j'ai une routine de 30 minutes qui me prend 30 minutes par mois qui va me permettre de prendre les bonnes décisions chaque mois et chaque année et sans émotion. Et c'est précis, efficace et sans émotion. Donc un petit comparatif notamment sur les 10 dernières années. La méthode RSR, en fait, elle fait 30,3%. Donc ça, c'est vrai, je te dis souvent que la méthode RSR, elle fait un peu plus de 20%, mais c'est sur les 26 dernières années. Sur les 10 dernières années, elle fait 30,3% pour un temps de gestion qui est de 6 heures par an, puisque j'ai calculé 30 minutes par mois, ça fait 6 heures par an. À comparaison, un ETF qui suit le Nasdaq 100 va faire à peu près 15% en rendement annualisé et tu vas y passer peut-être 2-3 heures par an, voire zéro, qui est le temps en fait de mettre l'argent sur le PEA et d'acheter. Donc ça, tu as des courtiers aujourd'hui qui ont automatisé ça comme Trade Republic, par exemple, où tu dis, je prends un prélèvement 100 euros par mois qui investit sur tel ETF. Et du coup, là, tu passes carrément à 0 heure par an, même si forcément, il faut prendre un peu de temps pour ajuster, regarder un peu sa renta, etc. Donc, j'ai quand même mis 3 heures par an. Et enfin, tu as le stock picking, où tu as 90% de chances de faire finalement moins bien que le marché, donc entre 4 et 6% par an, et où tu vas passer 260 heures par an, c'est-à-dire à peu près 5 heures par semaine pendant 52 semaines. Ça fait 260 heures. Donc voilà, je te laisse choisir. Moi, mon choix est fait. J'ai tout sur la méthode RSR aujourd'hui. C'est normal, c'est mon bébé, c'est ce que j'ai créé et c'est ce qui fonctionne pour moi depuis des années maintenant. Savoir que la méthode RSR, je l'ai recalculée sur les 26 dernières années, mais j'utilise aussi à titre personnel depuis 2018. Donc ça fait aujourd'hui, ça fait 7 ans aujourd'hui que j'utilise la méthode RSR et ça marche très bien. Et puis ça a traversé la crise de 2022, la petite crisette là de début 2025. Donc je suis vraiment très content des résultats de cette méthode et toutes les personnes que j'ai accompagnées, donc plus de 150 personnes aujourd'hui, ont tous pu profiter aussi de tout ça. Je te donne un petit challenge cette semaine, c'est d'évaluer déjà ton portefeuille actuel si tu en as un, noter notamment le temps passé chaque semaine sur ton portefeuille et tous les frais liés à ce portefeuille, les frais réels de ton portefeuille. Tu compares ça à un ETF MSCI World, donc tu compares les frais d'un ETF. Donc les frais d'un ETF, c'est acheter, ça peut être 0 des fois, ça va être entre 0% et 0,1% dès que tu achètes. Et puis la performance d'un ETF MSCI World, ça va être autour de 8% à peu près. Donc il faudrait que tu arrives à calculer ta rentabilité sur une période. Depuis que tu le fais par exemple et tu mets en face la rentabilité d'un ETF comme le MSCI World, puis tu vois ce que ça donne. Et enfin, passer à l'action, c'est si la différence te fait mal, ce qui risque d'être probablement le cas, je pense qu'il est temps de changer ton approche et d'arrêter de perdre ton temps sur des stratégies qui fonctionnent pas. Voilà, si je devais conclure, je te dirais d'investir intelligemment, pas émotionnellement, de potentiellement t'abonner à ce podcast, que tu sois sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube, etc. Laisser un petit commentaire, une note 5 étoiles, un pouce, tout ce que tu veux. Tant que tu me laisses un petit souvenir de ton passage sur le podcast, ça fait toujours plaisir. Et puis, si tu veux en apprendre plus comment investir en bourse dans le détail, j'ai une formation qui est 100% offerte, qui est dans la description de ce podcast ou de cet épisode YouTube et qui te permettra d'en apprendre beaucoup plus sur ma manière d'investir, ma manière de
de réfléchir par rapport à la bourse, même si je t'ai partagé beaucoup de choses aujourd'hui. Et enfin, si tu as du temps, si tu as l'occasion plutôt de et enfin, si tu as l'occasion de le faire, bah, partage, cet épisode. Fais gagner du temps, et des cheveux à un ami, qui cherche le prochain Tesla ou le prochain Bitcoin et évite-lui de perdre son temps et son argent en regardant cet épisode ou en écoutant cet épisode aujourd'hui. Voilà, je te souhaite une belle matinée, journée, bon sport, bonne vaisselle. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire et je te dis à bientôt pour un nouveau podcast sur les nouveaux rentiers. Ciao, ciao, ciao.